Ah, vous êtes là, ça tombe bien. On va voir ensemble les 5 outils mathématiques que vous devez maîtriser pour arriver au lycée lorsque vous faites de la physique-chimie. D'accord? Alors je vous propose, on va les revoir, on va faire 2-3 petits exemples, des petits exercices, mais très rapides, hein, ok? Pas que ça à faire. Mais voilà, à maîtriser. Alors vous avez les pourcentages, vous avez les puissances de 10, vous avez quoi? Ah oui, vous savez les relations V égale D sur T, alors T égale quoi? Vous voyez, hein, comment manipuler ces relations-là. Voilà, et puis la proportionnalité. Allez, c'est parti, c'est parta, c'est parti, c'est parta, c'est parti. Ok, alors, moi je vous ai fait un super tableau, hein, dans lequel, que vous pouvez retrouver dans la description, je vous mets tous les documents, etc., avec les chapitres abordés en seconde, et puis ce que vous devez maîtriser mathématiquement parlant. Ok, donc vous voyez, il y a 6 chapitres sur lesquels vous avez 6 capacités mathématiques. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez déjà l'utilisation des pourcentages, des fractions, le quotient pour déterminer le numérateur ou le dénominateur. Alors ça, on le voit en chimie lorsqu'on fait par exemple la concentration massique. Alors, vous savez, cette notion de pourcentage, des fois, c'est pas très clair pour vous. Bah, je vais faire très simple. Lorsqu'on vous dit 15%, ça veut dire quoi 15%? Eh bien, ça veut dire ça, 15%. Ça veut dire, par exemple, si j'achète un article 100 € et qu'on me fait une remise de 15%, c'est-à-dire que pour 100 € achetés, eh bien, j'ai 15 € de remisé. D'accord? Donc, ça veut dire si, par exemple, j'achète un article 45 €, eh bien, dans ce cas-là, pour 45, ça me ferait une remise de combien? Vous voyez que là, bah, vous allez utiliser le fameux produit en croix, ok? 100 fois x égale 15 fois 45, d'accord? Et puis x égale 15 fois 45 divisé par 100. Vous faites le calcul, je ne le fais pas, hein, ok? Vous le faites vous-même. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est ça le fameux pourcentage. Donc en chimie, par exemple, nous on l'utilise dans ce qu'on appelle les pourcentages massiques. Si vous avez, admettons, une perfusion, hein, pour des infirmiers, ils vont réaliser une perfusion avec 0,9% de NaCl dans la perfusion en masse. Ça veut dire quoi ce pourcentage massique? Ça veut dire qu'il y a 0,9 g de NaCl pour 100 g de solution. Vous voyez? Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ok pour les pourcentages? Bien. Maintenant, les fractions. Alors, les fractions, eh bien, vous allez pas mal les utiliser, toujours en chimie. Il faut savoir maîtriser ces fractions. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que là-dessus, il faudrait refaire tout un cours complet sur les fractions, mais je vous donne deux, trois petites astuces. Hein, ok? Si vous devez additionner, par exemple, un tiers plus un quart. Okay. Alors, mathématiquement, lorsqu'on fait une somme de fractions, il faut que les fractions soient au même dénominateur. Donc ici, vous voyez, c'est pas le cas. Vous avez du mal avec ça. Okay. Alors, mathématiquement, ça veut dire qu'il faut trouver le plus petit multiple commun. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que ici, vous devez multiplier par 4 pour avoir le dénominateur 12, et ici on va multiplier par 3 pour avoir le même dénominateur, c'est-à-dire 12. Sauf que ce que vous faites en haut ou en bas, eh bien vous devez le faire en haut ou en bas. C'est-à-dire que si j'ai multiplié par 4 ici, je dois multiplier par 4 en haut. Si j'ai multiplié par 3 ici, je dois multiplier par 3 en haut. Et donc lorsqu'on fait le calcul, ça va faire 4 douzièmes plus 3 douzième, et là je peux additionner ces deux fractions, puisqu'elles sont sous le même dénominateur, ça me fera 7 douzièmes. Ok? Donc ça, c'est lorsque vous faites des sommes, enfin des additions ou des soustractions de fractions. Maintenant, si vous faites des multiplications de fractions, admettons 3 cinquièmes multiplié par 2 tiers, eh bien, dans ce cas-là, on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. 3 fois 2, 6, divisé par 5 fois 3, 15, 6, 15e. D'accord? Voilà, deux calculs de base pour maîtriser les fractions. Ah oui, le dernier, c'est lorsqu'on fait une division. Alors, une division de fractions. Alors, vous aimez pas, mais moi, j'aime pas non plus, et vous allez voir, petit outil. Admettons, justement, je veux faire 1 quart, et je le redivise par 3. Alors là, on ne sait plus. Est-ce qu'on doit diviser par le tout, multiplier par l'un? Enfin, on est complètement paumé. Dans ce cas-là, ce qu'il faut vous dire, c'est que diviser par
un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire, regardez, je prends 1/4 et je le divise par 3. Ça veut dire, ça revient au même que de faire 1/4 et de le multiplier par l'inverse de 3. Et l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur. Voilà. Donc l'inverse de 3, c'est quoi? C'est 1 sur 3. L'inverse de 7, c'est 1 sur 7. L'inverse de moins 4, c'est 1 sur moins 4. Vous voyez, c'est ça l'inverse. 1 divisé par. Donc regardez, on revient à une multiplication de fractions, et là, c'est le bonheur, ça on sait faire. Je multiplie les numérateurs entre eux, ça fait 1. Je multiplie les dénominateurs entre eux, 4 fois 3, ça fait 12. 1/12. Voilà concernant les calculs de fractions. Ok? Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Effectuer le quotient de deux grandeurs pour les comparer. Ah oui, dans le modèle de l'atome, lorsque vous allez étudier l'atome, il va falloir utiliser les fameuses puissances de 10 et exprimer les valeurs en notation scientifique. Alors, les puissances de 10. Comment vous dire? Les puissances de 10, admettons si j'écris 10 puissance 4. Vous voyez, je reviens vraiment à des choses de base, d'accord? Parce que ceux des fois qui ne maîtrisent pas les notions de base, ils disent « j'ose pas poser la question au prof, j'ai l'impression de passer pour un bébête, mais vous n'êtes pas bébête, c'est juste que vous ne l'avez pas compris ou pas maîtrisé. » Donc c'est pas grave. Donc on le revoit ensemble. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les notez. 10 puissance 4, ça veut dire un 1 avec 4 zéros derrière. Voilà ce que ça veut dire 10 puissance 4. 10 puissance 2, c'est un 1 avec 2 zéros derrière. Ok? 10 puissance moins 3, c'est un 1 avec moins 3 zéros derrière. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire? Non. Ah, oui, ok, ça y est, je me souviens. 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. C'est-à-dire que dès que vous avez une puissance négative, pensez à l'inverse. Vous vous souvenez, on l'a vu juste avant, l'inverse du nombre 1 sur. Et donc, 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Ok? Et 1 sur 10 puissance 3, c'est 1 sur un 1 avec 3 zéros derrière. 1 sur 1000. 1 millième. Si je fais le calcul, pour ceux qui aiment bien, 0,001. Voilà. Sauf que vous verrez au lycée, les 0,001, les 0,0000053, on n'en veut plus. Nous, on veut utiliser des puissances de 10. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comparer des nombres entre eux. Et je vais vous prendre un exemple. Et j'espère que vous allez comprendre derrière. La taille de l'atome, justement, si je prends un atome avec un noyau et puis les électrons qui tournent autour, bon, vous verrez ça de manière un peu plus détaillée. Si je prends les dimensions de l'atome, ok, dimensions de l'atome, le diamètre, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. C'est très petit, 10 puissance moins 10, c'est 1 sur 10 puissance 10, c'est-à-dire 1 sur un 1 avec 10 zéros derrière. C'est donc 0,0000000, oui c'est pénible, mais c'est comme ça, 0,001 mètre. C'est compliqué à s'imaginer. Vous allez voir. La taille du noyau, le tout petit là, ok, la taille du noyau, alors lui je vais le noter en rouge, vous allez bien le voir, c'est 10 puissance moins 15 mètres. C'est encore plus petit, c'est 0,0000015 fois. D'accord, vous avez compris? C'est tout petit. Nous, ce qu'on voudrait, c'est comparer la taille des deux. Vous voyez, et ça, on vous demandera de le faire lorsque vous serez au lycée. Comparer ces deux nombres, c'est finalement se poser la question, mais le noyau, il est combien de fois plus petit que l'atome, ou bien l'inverse. La taille de l'atome est combien de fois plus grande que la taille d'un noyau? Eh bien, pour savoir combien de fois, je vais diviser l'un par l'autre. Et moi, je vous conseille de faire au plus simple, c'est-à-dire vous prenez le plus grand chiffre et vous le divisez par le plus petit. Le plus grand, regardez, c'est 10 puissance moins 10. Donc 10 puissance moins 10, je le divise par 10 puissance moins 15. Ok. Calcul de fraction avec des puissances de 10. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Et je le détaille. 10 puissance moins 15 moins 10. Oh là là, qu'est-ce que c'est ces histoires? Oui, pourquoi? Parce que, pardon, 10 puissance moins 10, hop là, 10 puissance moins 10, moins 15. Pourquoi cela? Eh bien, parce que je prends ici cet exposant-là, moins 10, je divise, donc je mets un signe moins, et puis ici, moins 15. Ce qui fait donc 10 puissance moins 10 moins 15, ça fait 10 puissance moins 10 plus 15, ça fait 10 puissance 5. En fait, ce qu'il faut retenir au niveau, au niveau des calculs avec les puissances de 10, c'est ce que je vais vous noter ici. Si vous faites 10 puissance A
multiplié par 10 puissance b, dans ce cas-là, ça fait 10 puissance a plus b. Et si vous faites 10 puissance a divisé par 10 puissance b, alors ça fait 10 puissance a moins b. D'accord? Ça, c'est quelque chose à retenir. Donc ici, 10 puissance 5, je reviens sur mon calcul. J'ai calculé combien de fois l'atome était plus grand par rapport à la taille du noyau. 10 puissance 5 fois plus grand. Ça veut dire quoi 10 puissance 5? Eh bien, si je le renote mathématiquement, c'est un 1 avec 5 zéros derrière, c'est-à-dire 100 000. Et là, c'est beaucoup plus parlant. L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. Vous voyez que c'est beaucoup plus parlant de parler en puissance de 10 que de 10 puissance moins 15. Alors c'est plus petit que 10 puissance moins 10, ça fait combien? On n'y arrive pas. Là, si vous faites un rapport, l'un divisé par l'autre, eh bien c'est beaucoup plus parlant. C'est ce qu'on vous demandera au niveau des puissances de 10. Ok? Maintenant, notation scientifique. La notation scientifique d'un nombre, eh bien, c'est A fois 10 puissance n. A est compris entre 1 inclus et 10 exclus. Et puis n, c'est un nombre entier. D'accord? Alors, je vais vous prendre des exemples très simples. 2,3 fois 10 puissance 4, c'est une écriture scientifique. 1,2 fois 10 puissance moins 4, c'est une écriture scientifique. 0,7 fois 10 puissance 2, alors, on est d'accord, c'est pas une écriture scientifique parce que 0,7, c'est inférieur à 1. Ce nombre-là doit être compris entre 1 et 10, 10 exclu. Ok? Voilà ce qu'est une écriture scientifique. Donc, souvent, on vous demandera d'écrire en notation scientifique. Pourquoi? Ça nous permettra de comparer les puissances de 10 entre elles. Et on aime bien faire des comparaisons, des ordres de grandeur, si vous voulez. Si j'écris que, par exemple, la taille du petit ver de terre qui se balade, là, son diamètre est de 1,2 fois 10 puissance moins 4 mètres, j'ai l'ordre de grandeur environ 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire 1/10 de millimètre. Bon, il est tout petit quand même, c'est un tout petit verre. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça les puissances, c'est ça la notation scientifique. Bon, bien, alors on va poursuivre avec quoi? La proportionnalité. Ah oui, alors ça on en aura besoin lorsque on va faire les transformations chimiques, lorsque vous allez faire l'électricité, la loi d'Ohm. Vous l'avez déjà vu la loi d'Ohm au collège, le fameux U égale RI, cette situation de proportionnalité. Alors, très souvent vous dites, ah ouais, c'est proportionnel. Mais qu'est-ce qui est proportionnel? Ça veut rien dire, c'est proportionnel. Ça veut dire quoi une proportionnalité? En fait, ça veut dire que vous pouvez exprimer une grandeur en fonction de l'autre sous cette forme-là. Je vais le mettre sous la forme mathématique que vous voyez très très souvent, c'est le fameux y égale à x. C'est-à-dire que y et x sont proportionnels parce que je peux passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. Voilà. C'est-à-dire que par exemple le prix des bananes que je vais acheter va être proportionnel au poids des bananes. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que si j'achète par exemple 2 kg de bananes, ça me coûte un certain prix. Si j'en achète 10 kg, c'est 5 fois plus lourd, donc je vais payer 5 fois plus. Vous voyez? Donc il y a une proportionnalité entre le prix des bananes et le poids des bananes. C'est ça une situation de proportionnalité. Mathématiquement, comment ça se traduit? Physiquement, comment ça se traduit? Alors regardez, j'avais fait un petit truc là, hop là, regardez, je le reprends. C'est-à-dire, vous vous souvenez ça, la loi d'Ohm, le fameux U égale RI, mais ça vient d'où? Ça vient du fait que si on mesure la tension aux bornes d'une résistance, et si on mesure l'intensité qui parcourt cette résistance, eh bien, si on trace un graphique, la tension en fonction de l'intensité, je place les petits points, et puis je constate que ces points sont à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine. Ok, je dis bien à peu près parce que c'est expérimental, il y a toujours des petites incertitudes de mesure, ou peut-être que je me suis trompé à un moment donné, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que cette droite, voilà, ces points sont à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine. Et c'est comme ça qu'on reconnaît une situation de proportionnalité. Dès que vous avez une droite qui passe par l'origine, dès que vous avez des points qui semblent alignés sur cette fameuse droite qui passe par l'origine, bingo, situation de proportionnalité. Et mathématiquement, vous vous souvenez de l'équation de cette droite, y égale ax, vous voyez, je le mets en rouge. Et a, c'est le coefficient de proportionnalité. Sauf que ici, c'est pas y qu'on a, c'est quoi? C'est u, c'est la tension. Et donc je remplace y par u. Ici, je remplace x, parce que c'est pas x qu'on a sur l'axe des abscisses, c'est i, ici. Et puis le petit a, ce fameux coefficient de proportionnalité, eh bien, en électricité, on l'appelle
grand R, la résistance du conducteur ohmique. D'où cette fameuse loi U égale RI. Ça vient du fait que expérimentalement, on a observé que la tension était proportionnelle à l'intensité. Si je multiplie par 3 l'intensité, la tension est multipliée par 3. Si je divise par 7 l'intensité, la tension est divisée par 7. Et le coefficient, le facteur de proportionnalité, eh bien, c'est la valeur de la résistance exprimée en ohms. Voilà comment vous pouvez déterminer une situation de proportionnalité. Vous verrez, vous le verrez en optique lorsque vous étudierez la réfraction de la lumière, par exemple. Il y a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs liées à des angles. Voilà concernant la proportionnalité. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, représentation des vecteurs. Ah oui, les vecteurs, là c'est quand on va utiliser les mouvements. Alors, un vecteur, c'est quoi un vecteur? Un vecteur, hop là, je vais me mettre là. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ok, on passe à autre chose. De quoi? Oui, c'est court, je sais, mais en fait, un vecteur, c'est quand même ça. C'est quoi ça? C'est un... alors, les profs de maths, ils vont pas être contents si je dis ça, mais je suis pas prof de maths, je suis prof de physique-chimie. Moi, en gros, c'est une flèche, d'accord? C'est un segment fléché, ok? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'un vecteur est défini par une direction. Une direction, c'est-à-dire, c'est la droite qui va porter ce fameux vecteur. Ok, la direction, ça peut être verticale, horizontale, 30 degrés par rapport à l'horizontale. Vous voyez, c'est ça une direction. Un sens. Le sens, vous voyez que là, on a une flèche. Donc, il y a bien un sens, il y a une orientation, si vous voulez. Vers le haut, vers le bas, vers un copain, vers le mur. Voilà, c'est ça le sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a... le point d'application. Alors, ça, c'est, je dirais, uniquement en physique. Le point d'application de ce vecteur, à partir d'où je fais partir ce vecteur. C'est ce qu'on appelle le point d'application. Et puis, enfin, au niveau du vecteur, on a ce qu'on appelle sa norme. La norme, c'est-à-dire, ça va être... Alors, on va essayer de faire simple. C'est-à-dire, c'est la longueur du vecteur qui va être proportionnelle, c'est ce qu'on a vu jusqu'avant, qui va être proportionnelle à la grandeur qu'indique ce vecteur. Oh là là, c'est pas clair. Alors attendez, regardez. Admettons que ça, ce soit ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Je vais le noter comme ceci. V, le vecteur vitesse. Eh bien, ce vecteur vitesse, il a une direction, d'accord, je sais pas moi, 40 degrés par rapport à l'horizontale. Il a un sens, il est dirigé vers le haut. Il a un point d'application, je le fais partir de ce point-là. Et puis enfin, il a une norme, c'est-à-dire que si je le mesure, si je prends ma règle, blablabla, ce vecteur mesure 4 cm. Mais 4 cm, c'est pas la valeur de la vitesse. Souvenez-vous, la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est exprimé, par exemple, en km par heure. Ça, c'est l'unité de la vitesse. Il faut donc que je fasse correspondre la norme du vecteur avec la valeur de la vitesse. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle une échelle. Admettons, je vais dire, 1 cm sur mon schéma représente 10 km par heure. Et si j'écris ça, si le vecteur mesure 4 cm, dans ce cas-là, la vitesse sera égale à 40 km par heure, 4 fois 10 km par heure. D'accord? Ça, c'est la notion de vecteur que vous aborderez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on arrive bientôt à la fin. Identifier une fonction périodique et déterminer sa période. Ah oui, et puis après, on terminera avec Thalès. Alors, fonction périodique. Fonction périodique, c'est quoi? C'est un phénomène périodique en physique. C'est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. Par exemple, l'alternance des saisons, alternance jour-nuit, même si c'est pas tout à fait exactement la même période, mais en gros, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, c'est ça un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se reproduit à intervalles de temps réguliers. Admettons que je prenne ce qu'on appelle une onde sonore, parce que ça, c'est ce que vous verrez en seconde. Si je représente l'amplitude d'une onde sonore au cours du temps, ok, je vais marquer amplitude. Admettons que cette onde sonore, elle soit comme ceci. D'accord? Vous voyez que j'ai ici un phénomène qui se reproduit, je l'ai mal dessiné, mais en gros identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. J'ai un motif qui se répète. Admettons, je pars d'ici, je monte là, blablabla, je redescends, blablabla, je remonte, hop. Et donc ce motif, vous voyez que si je fais un copier-coller, je retombe sur le même motif. On a donc un phénomène périodique, et la durée
d'un motif, ça s'appelle ce qu'on appelle la période, d'accord? Et qu'on note grand T. La période, c'est donc la durée au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. C'est ça que vous devez déterminer, c'est comment déterminer une période, eh bien vous allez faire ceci. Et puis après, comment mesurer la période? Eh bien vous aurez sûrement des échelles. 1 centimètre correspond à 3 secondes, eh bien vous mesurez la durée de cette période, et puis vous faites un petit produit en croix. Non, ça va pas. Si, regardez, si admettons, on sait que 1 centimètre, ou un carreau parfois, vous voyez, 1 centimètre correspond, je ne sais pas moi, à 3 millisecondes, eh bien dans ce cas-là, si vous mesurez 2,3 cm, combien de millisecondes cela correspond? Le fameux produit en croix, vous vous souvenez de ça? Ça, c'est le fameux grand T. Grand T est égal à 2,3 multiplié par 3 divisé par 1. Vous faites le calcul, c'est 6,9 millisecondes. Voilà. Ok, c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer la période. Vous vous souvenez de la fréquence? Je vous le dis vite fait. Hein, ok, la fréquence F, c'est le nombre de fois où le phénomène va se répéter en une seconde. C'est égal à 1 sur T. Oh, dis donc, encore de l'inverse, comme on a vu au début de cette vidéo. T en secondes, F, la fréquence exprimée en Hertz. Vous faites vos petits calculs, blablabla. Blablabla. Attention à bien convertir les millisecondes en secondes. Alors, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà fait toute une série de vidéos comment convertir. Alors, je vais vous donner juste 2 exemples et vous verrez la vidéo, je mets le lien dans la description, vidéo où je vous montre comment faire des conversions. 1 kilomètre. Kilo, il faut savoir ce que ça veut dire. Kilo, c'est 10 puissance 3. C'est 1000 si vous voulez, ok? Eh bien, je remplace petit k par 10 puissance 3. Et dans ce cas-là, ça fait 1 fois 10 puissance 3 mètres. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on fait une conversion. C'est-à-dire qu'il faut connaître les multiples et sous-multiples, ok, et savoir les puissances de 10 associées. Par exemple, si je vous dis 37 milligrammes, ça fait combien de grammes à 37 milligrammes? Milli, ça veut dire... Eh ben non, ça ne veut pas dire 1000, attention, millième, 1 divisé par 1000. Millième, 1 divisé par 1000, c'est 1 sur 10 puissance 3, c'est 10 puissance moins 3, on l'a vu tout à l'heure, 10 puissance moins 3. Donc vous remplacez milli par 10 puissance moins 3, et c'est fini, regardez, 37 fois 10 puissance moins 3 grammes. Ben voilà, ça y est, la conversion est faite. Donc encore une fois, il faut connaître tous les multiples et sous-multiples avec leur puissance de 10 associée, et avec ça, déjà, vous pouvez faire énormément de choses. Encore une fois, je vous renvoie sur les vidéos que j'avais faites là-dessus. Et on termine avec, je crois que c'est Thalès, hein, c'est ça. Voilà, utiliser le théorème de Thalès. Ça, vous en aurez besoin lorsque vous allez faire de l'optique, comment fonctionnent les lunettes, etc. Thalès, on essaie de se souvenir de Thalès. Alors, je vous montre dans quel cas vous allez le voir. Si vous n'avez pas vu encore les lentilles convergentes, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Mais c'est pas grave, je vous montre juste, et après ça vous fera sûrement tilt. Vous avez ici une lentille convergente, vous avez un objet A, B, que je schématise comme ceci, et puis vous allez avoir des rayons lumineux qui vont traverser la lentille. Vous en avez un comme ceci, vous en avez un autre comme ceci. Encore une fois, je n'explique strictement rien. Vous verrez ça dans une autre vidéo lorsque vous le verrez avec votre prof. Et donc ici, on va pouvoir appliquer du Thalès. On va appliquer du Thalès. Mais comment est-ce que vous appliquer du Thalès? Eh bien, vous allez pouvoir appliquer du Thalès parce qu'on observe des triangles. Regardez. Ici, j'ai un triangle, là. Vous voyez, hop. Et puis ici, j'en ai un autre, là. Clac, clac et clac. Vous voyez ces 2 triangles inversés. Donc, je vais pouvoir écrire, et vous verrez à quoi ça servira plus tard. Je vais pouvoir écrire que OA sur OA' égale OB sur OB'. Voilà, ça je m'en fiche un petit peu, mais ça va être aussi égal à quoi? Ça va être égal à AB divisé par A'B'. Voilà. Et en fait, ça va nous donner quoi? Ça va vous permettre de déterminer ce qu'on appelle le grandissement d'un objet, d'une image par rapport à un objet. Ça va nous permettre de déterminer à quelle position je dois situer un objet ou bien à quelle position se trouve une image. Ça va nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'œil, par exemple, etc., etc. Je reviens juste sur Thalès, ok, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Souvenez-vous de Thalès. Vous voyez, si je prends un triangle, hop là, comme ceci, je prends cette droite-là qui est parallèle à celle-ci. Alors, O, A, B, C,
D, vous voyez, eh bien je vais pouvoir écrire quoi? Je vais pouvoir écrire que OA sur OB égale OC, vous vous souvenez de ça? Sur OD, bah, si vous n'en souvenez pas, il faut s'en souvenir, voilà. Divisé par quoi? Divisé par AC sur BD. Voilà. Et après, l'idée, bah, c'est d'appliquer Thalès dans ce cas-là. Et vous voyez que ce petit triangle qui était là, voilà, si vous le mettez ici, on revient exactement sur cette situation-là. Vous voyez, ça, je le bascule de l'autre côté, je reviens à peu près ici. Vous voyez? Bah voilà, ça, c'est ce qu'on appelle du Thalès. Écoutez, on va s'arrêter là, parce que dites donc, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est ensemble. Vous êtes restés jusqu'au... Ah non, il n'y a plus personne. Ils sont partis. Ok, donc ça, à bien maîtriser pour entrer au lycée. Dites donc, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, hein, vous nous mettez tous les liens dans la description. Et puis ça, ça c'est super. Et ça, bah, c'est bien aussi. Allez, sur ce, à bientôt.